La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Oh my God. Oh my goodness. There's 2 minutes and 10 seconds left in this game and it is over. The Denver Nuggets are up 20! 20! It's over! Kawhi Leonard, Max Kellerman, I don't want to hear another word about he the best. Nicest dude in the world, Paul George. Oh my God. Did he look bad tonight? Shots off the side of the backboard, missed layups, missing wide open threes, turning the ball over. All in the fourth quarter. All in the fourth quarter. Denver ain't no joke. I give them a lot of credit, but this was a straight choke job by the Clippers in the fourth quarter. When you wet the bed like that in the last 12 minutes of a game 7, that's a choke. That's a choke job. You see me choking now? I can't even defend my man Doc Rivers on this. Steve Ballmer gave up all those picks for Paul George. And damn. See y'all on First Take tomorrow morning. I'll have a lot more to say then. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. J'enchaîne. Bienvenue les amis, bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la radio off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour animer ce talk show, ce podcast NBA et nos limites, où on fait le point sur l'actualité de la ligue, et aussi c'est aussi le moment où on profite pour insérer quelques débats, qui concernent les points chauds de cette actualité NBA. Vous avez Missy qui commence à ricaner là, puisque vous aurez compris un peu de quoi on va parler. C'est l'actualité brûlante, hein, je voulais dire l'actualité chaude, mais c'est l'actualité bouillante, même devrais-je dire, de cette semaine, avec l'élimination officielle des Clippers de Los Angeles en demi-finale de conférence à l'Ouest. Voilà, on va faire le point sur ce dossier-là. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les Clippers ont échoué si près. Ils étaient à on va dire une marche avant la finale de conférence, et puis voilà, patatras, ils se sont fait éliminer. Ils étaient à 2 marches de la finale. Face à des Nuggets incroyables d'abnégation, on va dire ça comme ça. Je vais commencer par présenter les panélistes avant d'enchaîner avec les adjectifs qui me brûlent la langue pour qualifier ces Nuggets de Denver. On va accueillir Missy qui est sur le parquet. Bienvenue dans NBA No Limit, Missy. Comment vas-tu? Oui, bonsoir. Nous sommes dans les playoffs. J'ai été un peu refroidi par le premier match de mes Celtics, mais je suis pas très inquiet. Comme on dit toujours, les défaites vous questionnent beaucoup plus qu'une victoire, donc j'attends un rebond de leur part. Et ce soir, je voudrais profiter pour féliciter The MVP. The MVP, c'est Miss Aja Wilson. La demoiselle, elle est MVP
Elle joue aux S de Las Vegas. Les S de Las Vegas, c'est l'ancienne franchise, les Stars de Spurs qui ont été maintenant relocalisés à Las Vegas. Rendez-vous compte, c'est aujourd'hui qu'elle a reçu son titre. Quelle émotion, quelle émotion. Elles sont à Brandon, en Floride, dans la Whipple. Et donc, je dis ça, je suis extrêmement content pour elle. En ce temps de Covid, donner l'occasion aux filles, elles aussi, de disputer ce championnat, c'est une très belle chose. Parce que comme je dis toujours, les garçons et les filles méritent d'avoir la même chance. Et ça, c'est plutôt positif. Voilà. Voilà, merci Missy pour cette pensée. On va accueillir le Doc ONP sur le parquet de la Radio Off. Le Doc, bienvenue dans NBA No Limit, comment vas-tu? Oui, salut tout le monde. Oui, ça va, c'est bien. La semaine se passe. Et moins de matchs, j'ai un peu mal à la gorge, excusez-moi. De moins en moins de matchs. Non, il n'y a pas de souci, on t'entend. Tu t'en rends pas compte, mais tu as une voix très, très particulièrement suave. Très, très belle voix. On t'entend très bien. Dédicace à toutes les ladies qui nous écoutent. Alors. Merci le Doc ONP d'être connecté sur le parquet de la radio. Alors le Doc, en parlant de ladies, hein, ça tombe bien parce que j'ai un très bon clin d'œil là sur Twitter de la part d'une certaine, alors écoutez bien, une certaine Adrienne Bosch. Je vous laisse deviner qui c'est. Ici, le Doc. Non. Ouais, c'est la femme de Chris Bosch. bien, Mrs. Bravo. Adrienne Bosch qui nous a fait un petit clin d'œil sur Twitter. Voilà, ça fait plaisir lorsque je vois des retweets comme ça de personnalités de la NBA. Voilà, Adrienne Bosch qui a retweeté un tweet de Radio Basket sur Twitter. Si vous ne nous suivez pas encore sur Twitter, on vous invite vivement à le faire, hein, puisqu'on partage régulièrement les infos clés de la Ligue sur notre compte Twitter, en plus des débats que nous animons sur cette radio ou sur Facebook dans notre groupe. Hein. Alors, on rappelle, plus de 29 000 membres. Si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite aussi à le rejoindre. Donc voilà, Adrienne Bosch qui a retweeté un tweet que Radio Off Basket a donc diffusé concernant son mari. Son mari Chris Bosch, qui tweet une information concernant l'implication de son mari Chris Bosch dans l'organisation des votes pour les élections américaines avec le hashtag Make History with a Vote. Voilà, ça fait plaisir. Merci. Merci. Que... Attends, laisse-moi d'abord dire merci à Adrienne Bosch. Ça me fait plaisir de voir des clins d'œil comme ça. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu voulais dire? Juste une précision par rapport à ça, c'est parce que aussi les championnats universitaires américains vont marquer l'arrêt au moment du vote pour que la jeunesse puisse voter. Il y avait souvent des matchs au moment de ce vote. Donc voilà, la décision a été prise que ces jours-là seront des jours sans match pour que les gens puissent aller voter. Voilà. Ah, donc en plus, ça fait plaisir un petit clin d'œil comme ça de Madame Bosch. En plus, elle est mignonne. Oui, c'est une dame. Non, je dis c'est super, ça montre bien qu'on est suivi et ça fait plaisir à se dédicace à la famille Bosch. Voilà. Une autre personnalité de la Ligue aussi qui nous a fait un autre clin d'œil, il s'agit de Javon Carter. Javon Carter qui évolue aux Suns de Phoenix. Lui aussi qui nous retweet. Alors il a retweeté une information concernant qui parlait de quoi? Je viens de voir. Je viens de voir Javon Carter retweet. Jonas, voilà, c'est une information concernant une personnalité qu'il connaît, voilà, qui s'investit dans le monde universitaire. Voilà, une autre information publiée par Radio Off que Javon Carter des Suns de Phoenix a retweeté. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, on vous le dit, n'hésitez pas à nous follow sur Twitter.
N'hésitez pas à nous follow sur Twitter si vous ne l'avez pas encore fait. On n'est pas que sur Facebook, on est aussi sur Twitter. Et voilà, ça fait plaisir. Allez les amis, on va enchaîner avec le débat. Le débat, on va se poser la question. C'est vrai que on aurait pu parler, on parlera Missy de Celtics et de Miami. T'inquiète pas, on aura largement le temps d'en parler. Mais c'est vrai que l'actualité la plus bouillante, l'actualité la plus bouillante, c'est véritablement de Choc City, voilà, les Clippers de Los Angeles qui se retrouvent donc éliminés. Alors, on a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais d'abord laisser le Doc One Piece s'exprimer, après Missy, et après je vais donner mon avis aussi. On va commencer par le Doc à chaud. Le Doc One Piece, comment est-ce que tu réagis à cette élimination? Est-ce que tu as été choqué comme la Choc City, ou alors dès que tu as vu la série, tu t'es dit le 7e match, c'est un match où tout peut t'arriver et tu t'es dit voilà, tout peut t'arriver et ce qui t'est arrivé arriva. Le Doc One Piece, comment est-ce que toi tu réagis à ce que tu as appris le lendemain de cette élimination? Comment tu as ressenti le truc et comment tu le commentes? Oui, mais moi j'ai eu un mélange de surprise, de choc et de déception, surtout. Déception, mais comme beaucoup d'analystes, tu feras le tour des analystes américains, ce sont les favoris qui sont sortis. C'est comme si le Real de Madrid d'une Champions League ou le Barça, je sais pas, mais ce sont les favoris. Et pour tous les analystes, qu'on peut tout dire, parce que les gens refont tourner en boucle les consultants et les analystes des basketteurs, pas forcément des analystes qui parlent avec les statistiques devant eux, parce que la majeure partie des grands joueurs les avaient mis favoris devant les Lakers. Pourquoi? Parce que l'équipe, c'est une équipe. Nous-mêmes ici. Moi, le premier, moi je l'ai dit. En début de saison, je voulais dire. En début de saison, on était tous très très chauds avec les Clippers. Moi, même dans la d'ailleurs. Vous vous rappelez, pendant les playoffs, je vous ai encore dit, j'ai l'impression qu'ils en ont encore sur la pédale. Moi, je l'assume parce que j'ai rarement vu une équipe aussi cohérente et aussi complète. J'ai rarement vu. Mais on avait même l'impression de banaliser Reggie Jackson comme un remplaçant lambda. On avait même l'impression de se dire qu'ils ont au banc un Reggie Jackson qui peut ne pas jouer. Mais je ne sais même pas si les gens se rendent compte ils ont là, parce que pour l'instant, ce n'est pas disloqué, ils ont là 6 joueurs à près de 20 points de moyenne minimum. Je ne sais même pas si c'est arrivé. On peut regarder toutes les équipes dans l'histoire avec des potentiels. Parce que leur 6e homme avait plus de 18 points, mais c'était un potentiel 20 points, mon 13. Que ce soit Lou Williams, qui est X fois meilleur 6e homme, pareil. Marcus Morris, en venant de New York, il tournait à 20,5. Reggie Jackson, dès qu'il était en santé à Détroit, c'était plus de 20 points. Je ne parle pas de Kawhi, de Paul George. Ils avaient ce qu'on appelle une armée de guerriers. Ce sont des mecs. En fait, de la déception, pourquoi? Parce que ils ont trébuché devant le plus simple. Moi, c'est ça ma déception. Je trouve Dallas plus fort que Denver. Moi, je vous le dis, pour moi, Dallas au complet, peut-être qu'il y a eu des petits bobos, plus fort que Denver. Cette année, en tout cas. Surtout Denver sans Bill White. Sans Wharton. Non, Barton, excusez-moi. Will Barton. Barton, qui est vraiment le vrai défenseur, le vrai two-way player de cette équipe. Et en plus, Gary Harris qui revient de blessure et tout. Je trouve Dallas, c'était plus compliqué. Pour moi, après Dallas, ils avaient passé le compliqué. Et en plus, ça ne m'aurait pas étonné de la part d'un Kawhi Leonard qui, n'oublions pas, c'est quelqu'un qui, la saison dernière, a été habitué à affronter le plus dur avant d'aller vers le moins dur. Peut-être pas le plus facile, mais le plus dur. N'oublions pas que la dernière, il se sort d'un guépier terrible avec un peu de chance contre les Sixers. Et la suite, c'est que boulevard. Voilà pourquoi je me disais juste Game 7, ça se dit Kawhi va revivre la même chose parce que c'était dur contre les Sixers. On se demandait pourquoi
Toronto galérait comme ça alors que les Sixers étaient en difficulté. Maintenant, on le sait que c'est quand même Jimmy Butler qui a posé des bâtons dans les roues jusqu'au bout. Mais moi, je me disais même jusqu'au Game 7, jusqu'à la mi-temps du Game 7, je me suis dit, ils vont le faire et après, on va assister à ce que tout le monde attend. Et la preuve que moi, je sais que je ne suis pas fou et que ni Charles Barkley, ni Kenny Smith, ni Paul Pierce, etc., tous les analystes ne sont fous. Pourquoi ? Parce que je peux te dire, il y a un ouf de soulagement de la part des Lakers et des joueurs et des supporters. Les Lakers, qui ne s'occupaient pas d'eux, ce n'est pas leur affaire. Ça, ils ne le diront pas par respect pour Denver parce que ça reste quand même un match à jouer. Il n'est jamais gagné. Mais ils le savent, Phil, sur 7 matchs, j'insiste, malgré la difficulté contre Denver, parce qu'ils ont choke. Choke ne veut pas dire que tu es faible. Choke veut dire que tu as raté le plus facile. Tu as raté l'évidence. Ouais. Parce qu'à 3-1 et à plus 20 au début du 3e quart-temps dans le Game 5, tu dois plier et aller te reposer et dire à mercredi en finale de conférence. Je dis c'est un vrai choke, mais pour moi, j'insiste, ces mecs-là attrapaient les Lakers. Pour moi, ils les passaient. Et les Lakers le savent, ils les passaient. Par contre, ça aurait été dur. Je ne dis pas qu'ils les sweepaient ou quelque chose comme ça. Tu auras toujours le retour, on te dira, on le saura jamais. Mais Phil, en fait, j'attendais cette confrontation par amour. Déjà, parce qu'on sait que ça aurait été le Real Barça. Je pense que même là. Tu sais que le Doc and Pitch, je te coupe pas, mais tu sais qu'Adam Silver est un petit peu grise mine maintenant. Donc, il aura pas sa finale. C'est un peu comme quand on attendait quand on attendait les Cleveland face aux Lakers quand Kobe était encore là. Ce qui s'est passé, c'est que, je vais te dire, il n'y a pas les supporters dans les stades. Donc, c'est les droits télé, c'est les ventes de publicité. Cette finale de conférence entre les équipes de Lakers était programmée comme toi qui es informaticien, comme une préparation d'un informaticien de génie que tu peux être. C'est-à-dire que c'était la Battle of LA. Battle of LA. Le titre avait été trouvé, tout. Quelqu'un veut lui dire non, c'est pas comme ça. C'était déjà prévu. Laissons le Doc enchaîner. Vas-y, Doc. Cette finale de conférence dont on a été friand entre les Warriors et Houston, je peux te dire que celle-là, c'était déjà programmé pour tout ce qu'il y a autour. Mais pire que ça allait être pire que ça parce que c'est une rivalité dont on ne se rend pas compte ici. Donc, c'est une rivalité de la ville. Beaucoup se disaient même que c'est dommage que le virus a fait que la ville ne peut pas en profiter. Parce que la ville allait être en ébullition pendant une série de 7 matchs. C'est vraiment dommage. Mais à la télévision, ça allait être digne d'un Super Bowl, cette histoire aux États-Unis. Parce que même hors basket, on demandait à tout le monde, hors basket, les footballeurs américains avaient leurs mots, les hockeyeurs avaient leurs mots. Qui entre les Clippers et les Lakers cette année? Qui un truc? Bon, maintenant, je peux te dire que Adam prie juste et Miami est en train de vouloir refuser ça pour retrouver la plus vieille rivalité de l'histoire de la NBA. Mais Miami a décidé de dire. C'est ça. Mais moi, de mon avis, après les Clippers, on reviendra peut-être. Quand j'analyse les match-ups et les équipes capables de menacer le grand favori Lakers, il y avait les Clippers 1, le deuxième, c'est Boston. C'est Boston. Je peux te dire que même les Lakers savent que Boston, ils les veulent peut-être pour le fame, mais parmi les équipes qui les ont vraiment secouées dans la saison, après les Clippers, il y a Boston. Donc, va-t-on assister à ça? Je pense que Denver et Miami vont d'abord y laisser leur peau avant de nous permettre ça. En tout cas. Mais le Doc, puis revenons aux Clippers. Revenons à cette équipe des Clippers. Revenons surtout au cas de ce joueur. Avant de revenir aux Clippers, on va faire d'abord le tour de table. Missy, vas-y, ton sentiment à chaud dans cette élimination. On va faire comme on parle de ce... Au lieu de parler de Love City, on parle de Choke City. Mais ça montre à quel point le sport est compliqué. Le Covid a chamboulé tout dans les habitudes. Pourquoi?
parce que quand vous restez longtemps sans jouer, aujourd'hui les sports ont repris partout, dans tous les sports. Et qui c'est qui brille? C'est encore les mêmes et toujours. Les mêmes et toujours brillent parce qu'ils maîtrisent quelque chose qu'on appelle les fondamentaux. Si vous jouez bien, l'environnement n'est pas très important. Vous vous souvenez quand même quand on parle de ça, Jamal Murray est arrivé en retard dans cette bulle et puis le gamin il s'est pris au sérieux. Au bout d'un moment aussi, ce qui a perdu les Clippers, c'est le trash talk. Le trash talk, le mauvais trash talk. Michael Jordan, quand il vous trash talk, il sait qu'il va vous marcher dessus. Les Clippers, quand ils vous trash talk, Beverly parle trop, il n'est pas sûr de vous marcher dessus. Beverly, c'est pas Marcus Smart. D'ailleurs, ça, pour dire, c'est dit. Maintenant, est-ce que tu as été surprise, Missy? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que tu étais aussi choquée? Non, je ne suis pas sûre. Tu l'as senti? Tu l'as senti sur ce game set? Tu as senti que ça pouvait basculer? Non, moi, tu sais. Parce que moi, je te le dis, moi, je te dis personnellement mon avis. Tu sais, je te dis personnellement mon avis. Hein. Le game set, j'ai dit c'est pour les Nuggets parce qu'ils étaient déjà plus dans la dynamique. Tu veux dire le momentum était de leur côté. Le momentum est passé de l'autre côté. Comment se fait-il? Moi, je demande, il y a aussi la stratégie, le coaching, tout ce qui est dedans. Et puis, ce qu'ils ont perdu, c'est qu'ils n'avaient pas un bon défenseur sur l'homme. Bradley. Avery Bradley. C'est ça dont nous parlons. Les équipes qui tournent le mieux aujourd'hui sont les équipes qui ont le défenseur sur l'homme. Sur l'homme. Je veux dire, quand tu vois les Celtics, quand tu vois Miami, c'est les gens que tu fais un pas, ils sont derrière toi. Regarde même, on parle de cette prolongation qu'il y a eu entre Miami. Qui c'est qui va chipper, qui c'est qui provoque un passage en force pour tirer un lancer franc? C'est l'état d'esprit qu'ils ont manqué. C'est l'état d'esprit. Cette bulle-là, comme a expliqué Jamal Murray. Jamal Murray a expliqué que tu pètes les plombs dans cette bulle. Maintenant, je pense foncièrement que ça doit servir à tout le monde. Nous sommes dans un moment où la vie n'est plus pareille. Tout le monde doit procéder, même nous autres qui ne jouons pas, qui ne sommes pas des sportifs. Nous sommes dans la vie quotidienne, on le voit, nous marchons, on est obligé de porter les masques. Tout le monde doit procéder aux ajustements, même le petit enfant qui fait du sport là. D'ailleurs, les petits, c'est eux qui souffrent le plus parce que pour eux, mon neveu, il a peut-être 10 ans, l'activité sportive s'est arrêtée brutalement pour lui, il a pris quelques kilos. Il était confiné et tout ça. Bref, le sport reprend, il est content. C'est un très bon sportif pour son âge. Mais je dis aujourd'hui, le problème, c'est que on est parti mettre les gens dans la bulle. Les gens étaient suffisamment impréparés. Et on sait le calvaire qu'ils vivent. Et ça dit une chose, que les sportifs sont finalement les gens comme nous. Maintenant, le trash talk à outrance les a desservis. Qu'est-ce qui amène la réaction des Nuggets? C'est Maurice qui s'en prend à, comment il s'appelle celui-là qui joue à Atlanta, là. Millsap. Mais il s'en prend à Millsap. Millsap vient. Millsap part que 14 points qui les ramène dans le match. Qu'est-ce qu'il fait pour frapper les esprits? Mike Malone retire Millsap du terrain. Ils vont gagner le match et il est benché, Millsap. Donc, il est benché. Donc, c'était juste pour leur dire. Et puis le lendemain, c'est une équipe qui commence à se dire, ces gens-là, pourquoi ils nous dominent? C'est en fait, ce que j'explique toujours, c'est que la victoire ne vous fera jamais faire aucune autocritique. Lorsque vous gagnez, vous attribuez toujours le fait que vous gagnez au fait que vous avez été bon. Et vous perdez de vue les réalités. Quand vous avez quelqu'un comme Beverly
c'est censé être un super défenseur sur l'homme qui prend des fautes bêtes ou qui prend les fautes parce qu'il se la ramène trop. Quand le momentum est là, qu'est-ce qu'il peut faire? Et puis, quand on parle de Kawhi Leonard, on ne peut pas lui contester que c'est un bon joueur. Mais quand vous gagnez, vos défauts ne se voient pas. L'année dernière, quand il dispute les Warriors et tout ça, donc quatrième quart-temps, Kawhi Leonard ne score rien du tout. Mais il a eu le titre d'MVP. L'histoire peut facilement vous attribuer des mérites. C'est la même chose qui s'est passée dans ce fameux Game 7, quatrième quart-temps. Il n'existe pas. Mais sauf qu'à Toronto, l'équipe était tellement bien constituée que les Siakam et autres Fred VanVleet, Ibaka ont pris le relais. Maintenant, ça veut dire que quand tes deux stars, mais tes deux stars ne peuvent pas dans un Game 7, dans un quatrième quart-temps, faire 2 et 3 points, tu ne peux pas gagner. Tu ne réunis pas les conditions. Et puis Doc Rivers, cette équipe, il a senti que depuis longtemps, ils étaient perdus. Il a dit, c'est pas ce que vous dites à quelqu'un. À un moment donné, quand vous êtes compétiteur, vous devez vous mettre en mode compétition. Et c'est vrai que, comme le dit Paul George, est très fragile psychologiquement. C'est quelqu'un qui, depuis cette dernière saison, depuis son retour de blessure, il est passé à côté de tout. Il est parti au Thunder, il passe à côté de tout. Quand vous prenez une décision... C'est une belle passe que tu m'as faite comme ça, mais vas-y, conclusion, parce qu'on va attaquer le dossier. Juste une chose, Kawhi Leonard, il était content, il s'est dit les Clippers, il dit justement, je veux jouer avec Paul George. Quand Kevin Durant a fait ce choix d'aller aux Warriors, c'est pas un choix qu'il a fait à la légère, mais surtout quand il est parti aux Warriors, tout le monde l'a critiqué. Mais aux Warriors, Kevin Durant a été fidèle à lui-même. Il a été lui-même Kevin Durant pour amener les Warriors sur 2 titres. Je peux vous dire que Kevin Durant n'est pas là. Les 2 titres, les Warriors, ils n'ont jamais 3 titres en 5 ans. Le doc LP. Le doc est là. Oui. Alors, oui, le doc, un petit point sur... je sais pas si c'est un petit peu un gros point, mais Paul George nous a fait une répétita, je sais pas si on peut le dire comme ça. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur Paul George pendant ces playoffs dans la bulle d'Orlando, dans la bulle. Alors, vous avez entendu les épisodes concernant sa santé, vous avez entendu les épisodes concernant la dépression. Lui-même, le joueur s'est exprimé là-dessus. Mais en même temps, on a un joueur qui s'exprime sur ses problèmes de santé, mais qui a une grosse gueule quand même, parce que tout le monde a entendu Paul George quand il s'est un petit peu clashé avec Damian Lillard. Il s'est clashé encore avec qui là? Je me souviens plus. C'est Paul George, il a pas sa langue dans sa poche, mais malheureusement le bonhomme. Il n'est pas présent là où on l'attend une fois de plus, et cette fois on pourra pas accuser LeBron James, parce que quand il était à Indiana, on pouvait accuser LeBron James à chaque fois lorsque les Cavs ou le Heat rencontraient les Pacers. Cette fois, on peut pas accuser LeBron James. Paul George, très en deçà de ses standards dans ce Game 7 face aux Nuggets de Denver. Ils se sont véritablement fait. Oui, je voulais surtout mettre un accent sur ce Game 7, parce que c'est le Game 7 où on met la balle au sol. C'est-à-dire que les chances sont réparties pour tout le monde. On met la balle au sol. Donc, même si le momentum était du côté des Nuggets, ici, je suis d'accord avec toi. Les Clippers avaient quand même... ils devaient se sentir comme dans le premier match. C'est-à-dire, voir un Paul George à moins 20 dans un Game 7 avec 38 minutes de temps de jeu, 4 sur 16 au tir, 2 sur 11 à 3 points, moins 20 en plus-minus. Paul George et Kawhi Leonard, les 2 piliers de cette équipe, ont été les 2 plus mauvais joueurs dans l'impact qu'ils devaient apporter dans cette rencontre. Moins 21 pour Kawhi, moins 20 pour Paul George, avec 10 points pour Paul George, 10 points, 4 rebonds, 2 passes, une interception, un contre. Je pense bien que c'est... Je sais pas si on peut le qualifier comme le pire match de sa carrière, mais en tout cas,
il y a beaucoup de choses à dire. Le cas Paul George, Doc Onpi. Paul George, il fait partie de ces... Est-ce qu'on peut le classer véritablement comme cette catégorie de superstars qui seront malheureusement qualifiés de losers pour le reste de leur carrière? Moi, j'ai envie de le glisser là-dedans, dans cette catégorie de superstars losers. Je te le cache pas, même si on peut garder. C'est pas impossible qu'il ait cette étiquette avant, hein, mais au-delà de cette étiquette, vous m'entendez? Vas-y. Oui, on t'entend. Oui, mais au-delà de ça, c'est que j'ai envie de vous dire, en tant que, disons, co-leader, voire lieutenant, hein, il a été déjà étiqueté de lieutenant, même si par respect, parce qu'il est déjà plus ancien que Kawhi, et que ces deux superstars, disons, ce sont deux superstars sur la longueur, parce que n'oublions pas que Paul George est quand même connu dans le monde du basket. Par respect, Kawhi a toujours, ils se sont toujours mis comme co-leader. Mais on sait bien que, vu la force de chaque joueur ces dernières années, Kawhi est plus dans le top 5 que Paul George. Kawhi était même dans le top 2, top 3 en début de saison. Maintenant, moi, ce qui me dérange, ce qui me fait mal, c'est qu'au final, Paul George, dans cette configuration, n'a pas fait de si mauvais playoffs que ça. Si on se limite à se dire c'est le lieutenant. Parce que autant c'était dur contre Dallas, il a choqué 3 matchs, mais il a fait 4 bons matchs, voire un au-dessus de 30, voire même 2. Et il a fait 4 plutôt bons matchs où il devait mettre ses points et les a mis. Sauf que ça se remarque tellement quand il ne le fait pas que ça s'enflamme sur les réseaux sociaux et dans le monde du basket parce qu'il y a des attentes. Contre Denver, c'est pareil. Paul George a raté 3 matchs sur 4. Et vraiment raté. Dans le game 7. Le reste, il était plutôt... il a même fait 2 matchs à 30, hein, à plus de 30 et 1 à plus de 25. Et limite, le fameux game 5 coup près, c'est pas lui. Lui, il dépasse 30 points. C'est pas lui le problème dans ce game 5 où Denver revient 3-3. Non, c'est à 3-2, excusez-moi. Parce que quand les Clippers mènent 3-1, le game pour plier la série, et comme je l'ai toujours dit ici, tous ces basketteurs le savent, les games impairs d'une série sont les plus importants. Les games impairs, c'est le virage. Quand tu mènes 2-0, c'est comme si tu as gagné à la maison, tu as fait ta part de boulot. Le game 3 devient le plus important. Ou quand vous êtes à 1 partout, c'est pareil, le game 3 devient le plus important, qui va prendre le dessus. Le game 5, c'est pareil. Le game 5, c'est ce que j'ai mis pas mal sur le off, sur le groupe Facebook. Le game 5, c'est un game où les grands joueurs en général disent « Je sais que ça peut tourner là. Je sais que ça peut tourner là. » Un game 5, que tu mènes 3-1, que tu mènes, que ce soit 2-2, c'est pareil. Le game 5, ça fait un tournoi. À 3-1, ne laisse jamais l'équipe adverse revenir à 3-2. Sinon, là, ça commence. Les Warriors en savent quelque chose dès qu'il y a eu 3-2 contre LeBron en 2016. Le doute commence à s'installer. Kevin Durant et Westbrook, dès qu'ils laissent les Warriors revenir à 3-2, là, l'adversaire se dit j'ai peut-être une fenêtre de tir. Ce match, il menait de 20 points et c'est Paul George qui faisait le boulot. Kawhi a été défaillant, est devenu rebondeur dans ce match. Et c'est ce que je dis. Donc, Paul George, lui, en tant que lieutenant, je dis bien, maintenant en tant que superstar, ces playoffs en général sont plutôt mauvais parce qu'ils sont éliminés. Je dis bien parce qu'ils sont éliminés et parce qu'il aurait pu arriver en finale de conférence et c'est lui qui aurait fait mal aux Lakers. On n'en sait rien. Mais comme ils sont éliminés, on va s'arrêter à sa performance sur 14 matchs joués, parce qu'ils en ont joué beaucoup au final, ces mecs. Sur 14 matchs joués en 2 tours, Paul George a raté 6 matchs sur 14. Il réussit un peu plus de 50% de ses matchs, moi que je considère réussi. Hein. Parce que, je vais vous dire, Kawhi, lui, avec tous ses gros scores, il a raté les matchs clés. Kawhi rate le Game 5 contre Dallas, je pense. Kawhi n'est pas très bon sur quand Dallas revient en Game 6 à 3 partout.
même s'il met ses points, les moments clés, il n'est pas là. 3-2. Ah oui, il gagne. Excusez-moi. Il gagne 3-2 contre Dallas, il n'y a pas de game 7. Non, il n'y a eu jamais. Ça s'est arrêté au 6. Ouais, excusez-moi. Ouais. Effectivement, donc ils ont joué 13 matchs. Ils ont joué 13 matchs contre Dallas et je me dis, c'est quand même impossible que des moments clés, la star, parce que l'année dernière, Kawhi a fait pareil, mais comme Missy l'a dit, l'effectif de Toronto sauvé de cela. L'effectif de Toronto, je dis bien, l'a sauvé de cela. Et là, moi, j'ai envie de dire Paul George, j'ai pas envie de tirer sur lui parce que lui, comme je dis, en tant que superstar, il a peut-être fatigué. Certains disent que c'est parce que il a raté beaucoup de matchs que Kawhi a dû faire le boulot et s'est fatigué. Je dis, mais non. Kawhi, on l'a pas vu dans les matchs clés. On ne devait même pas attendre que forcément, quand Kawhi ne met pas les points, c'est Paul George. La preuve, ils ont mis un match, Kawhi a mis 35 points et pas Paul George, ils ont quand même perdu. Paul George a mis plus de 30 et pas Kawhi, ils ont quand même perdu. Donc, c'est pas... Moi, je parle du reste. Paul George, on peut taper sur lui en tant que star parce que... Mais on ne va pas attendre que Paul George... Quand LeBron fait un match à presque 14 points l'autre jour, ou je ne sais pas contre qui là, où ça ne se passe, mais son équipe gagne contre Houston. Et parce que le reste de l'équipe a dit, autant que quand tu nous couvres, quand nous on est mauvais, toi quand tu es mauvais, on va te couvrir. LeBron, ça peut arriver qu'il fasse un mauvais match. Mais Paul George, le problème, c'est que Kawhi l'a couvert sur certains matchs. On a tapé sur lui parce qu'il faut avouer que on a plus d'attentes de la part de Paul George parce qu'il déçoit en playoff chaque année. C'est pour ça que là, c'était une goutte d'eau. Chaque mauvais match qu'il fait, c'est une goutte d'eau de plus. Mais j'ai envie de dire, le reste de l'effectif, qu'est-ce que Lou Williams est allé faire dans cette bulle en fait? Parce que la force de cette équipe, c'était son banc. Hein. On peut tout me dire, tout le monde disait. Il a disparu le banc. Ce banc pouvait être le 5 en 30 d'une équipe, d'une franchise NBA et jouer les playoffs. Hein. Ce banc à la base. Le doc, je te coupe pas, hein, tu vas enchaîner, mais je voulais rebondir un peu sur certains points parce que je pense qu'il y a un élément, sauf si je ne me suis pas bien exprimé, je crois qu'il y a un point sur lequel j'aimerais t'entendre. C'est vrai que ma démarche n'est pas de dire, quand je parle d'impact au niveau global. Hein, c'est parce que tu as pris plusieurs exemples où on a vu Paul George scorer des points, oui, on l'a vu scorer des points, où il a scoré moins, il a scoré plus, etc., etc. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui me gêne dans ce Game 7, parce que moi, je reste sur ce Game 7. Hein, tout ce qu'il y a derrière, véritablement, je ne peux pas revenir dessus et dire, voilà, globalement, dans l'ensemble des playoffs, il a bien joué, il a mal joué. Ça c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas revenir dessus, mais moi, c'est le Game 7. Moi, quand je regarde ce Game 7, et que je me dis, pour quelqu'un de l'expérience de Paul George, parce que tu peux être mauvais en attaque, mais tu défends. Je sais pas moi. Pourquoi est-ce que la défense, l'implication en défense n'y est pas? Comment est-ce que ça se fait que les Nuggets, comment ça se fait que les Clippers aient pu se laisser... Parce que les Nuggets les ont bouffés dans le Game 7. Ils les ont détruits avec une facilité. Avec une facilité. Quand je dis facilité, je ne mâche pas mes mots. C'est-à-dire que Nikola Doncic était injouable. Jamal Murray... Nikola Jokic, pardon, excusez-moi. Jamal Murray. Revenons sur les stats de Jamal Murray. Jamal Murray, les amis, je crois que c'est 40 points. 40 points, voilà. Attends, je revenais. Voilà, 40 points, 4 bons, 5 passes, une interception. Le doc, j'ai entendu parler du gabarit des Clippers. Il te faisait un peu penser aux Pistons de Détroit d'une époque dans les années 2003. Et derrière, ils ont montré à plusieurs reprises. Ils ont montré. Non, je veux dire que c'est une équipe qui a les potentialités pour défendre. On peut pas le dire. Donc, moi, je m'attendais. Allô? On dirait qu'on a perdu. Oui. Le doc, tu m'entends? Oui, c'est bon. Oui, c'est là. Bon. Je m'attendais à ce que Doc Rivers
fasse un peu comme Brad Stevens, c'est-à-dire qu'il dise à ses joueurs, parce que Brad Stevens, face au Raptors, c'était pas compliqué. Hein. Il disait à ses joueurs, moi je veux voir de la défense. Vous défendez d'abord, vous attaquez après. Et les Celtics ont étouffé les Raptors. Là où les Raptors étaient... Là où les Raptors, la première fois des Raptors, c'était la défense, et Celtics les ont démontré dans cette série qu'ils étaient plus forts qu'eux sur l'aspect défensif. Je m'attendais à ce que Doc Rivers fasse de même dans ce Game 7 et qu'il dise à ses joueurs, les gars, défendez. Mais il n'y a même pas eu 3 overtime dans ce match. Oui, mais en fait, ce qui passe là, tu touches un point intéressant, c'est le coaching. Tu touches un point intéressant, c'est le coaching. Déjà dans le game précédent, personne ne comprend pourquoi Reggie Jackson il ne joue pas. Dans celui-là, Reggie Jackson rentre, on dirait qu'il rentre pour la première fois en deuxième mi-temps. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a un problème ou pas, mais on a bien vu que quand Beverly faisait n'importe quoi à la main, il y a eu des matchs où Reggie Jackson était préférable. Même si en général, il a fait des mauvais playoffs, il était préférable sur certains matchs. Ce n'est pas un débutant. Et ensuite, quand tu as parlé de défense, on avait l'impression, mais moi je l'assume, hein, moi je l'ai dit, il me rappelait vraiment, et Missy, tu peux tout me dire, tu as dit que tu sentais aussi ça, il me rappelait vraiment les Détroits de 2003-2004. Pourquoi ? Parce que ils ont le potentiel pour être Détroit. Voilà, sur le terrain, ils n'ont peut-être pas montré à ce moment-là. C'est pour ça que je dis, Phil, un coach, hein, il s'assoit, c'était simple. Moi je l'avais dit, même en tant que parieur, j'ai très beaucoup évité Jamal Murray. Jamal Murray sort d'une série. Et après, on va peut-être taper sur la préparation physique de ces mecs. Parce qu'une faiblesse, une faillite, moi je joue encore, une faillite dans le troisième quart-temps montre que tu es moins préparé physiquement que l'adversaire. Toutes les grandes équipes tuent les matchs dans le troisième quart-temps. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, l'année les Warriors, de leur petite épopée de 3 ans avec Kevin Durant, ils tuaient les adversaires totalement dans le troisième quart-temps. C'est-à-dire l'écart pouvait passer de plus 2 à plus 30 en un quart-temps parce que ça continuait à courir. L'adversaire était cuit. Les Nuggets leur ont fait ça. Ça veut dire qu'ils ont un souci. Et chaque match, parce que contre Dallas, 2 matchs contre Dallas aussi, ils mènent contre Dallas, c'est même eu pire. Ils ont mené de 25 points au deuxième. Et ils ont réussi à se refaire prendre à la fin du troisième, début du quatrième. Ils ont un problème. Ils ont un problème de préparation que j'ai envie de faire cette parenthèse sur ça. Malheureusement, le Doc Ben n'est pas là ce soir. Mais il le confirmerait, ils ont un souci de préparation physique. Et qui dit physique, quand tu perds ton physique, ton mental chute. Quand tu n'arrives plus à faire des efforts avec tes jambes, tu as la tête basse, le body de Kawhi Leonard qui est pourtant comme un robot, ça dit tout sur ses replis et sur ses attaques. Il traînaille les pieds. Tandis que Jamal Murray continuait à gambader dans le troisième quart-temps. On dirait que Denver avait vu qu'on les tient physiquement, anéantissons-les, continuons à courir. Quand tu es à droite dans le troisième quart-temps, alors que tu cours, parce que l'adresse fait appel à des capacités physiques terribles, il faut avoir des jambes pour continuer à prendre des jump shoots et être lucide. Ça fait appel à ça, mais quand une équipe, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé chez les Clippers, ça se voit. On dirait que quand chaque fois... Physiquement, il y avait un souci. Mais à part ça, maintenant, là où je rentre... C'est pas une raison. Oui, là où je rentre dans ce que je veux dire, pourquoi j'ai abordé ça, et j'ai prononcé le nom de Jamal Murray, chaque fois que Jamal Murray est à moins de 20 points, ils avaient une chance de gagner. C'était aussi simple que ça. Un coach comme Doc Rivers, comme tu as dit, Brad Stevens peut se mettre comme ça et d'y défendre, mais un coach comme Doc Rivers aurait dû voir ça simplement. Jokic aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Chaque fois que Jamal Murray était en dessous des 20, il perdait. Il pouvait même laisser Jokic à plus de 30 comme c'est arrivé, mais ils ont quand même perdu. À un moment, tu as la meilleure défense périphérique, en tout cas sur le papier de la ligue. Je peux te dire, et la preuve, Denver a gagné comment? En arrosant à 3 points, ou bien Jamal Murray prend feu et il leur met, comme l'autre jour, comment Jamal Murray à la mi-temps est à 25 points dans un game 7. À un moment, pas être possible. À un moment, on a parlé de Paul George, qui s'est dit périphérique défenseur, sauf que Paul George, on l'a vu contre Dallas. Dès qu'il veut être le défenseur périphérique sur la meilleure joueur en face, il prend 3 fautes
rapidement en 10 minutes et sa mi-temps est finie. Et son match est quasiment mort. Parce qu'en deuxième mi-temps, il revient, il ne met même pas les points qui lui manquent. Paul George a fait ça contre Doncic. En essayant de prendre Doncic, il lui a donné 2 fautes au premier quart-temps. C'était fini. Dès qu'il est rentré deuxième quart-temps, prends ta faute, va t'asseoir, sa mi-temps est finie. Et il revient, il est hors de rythme. Et il s'est passé pareil contre Denver. Et donc, ça veut dire que défensivement, c'est pas ce qu'on attendait. Beverly est venu à force, au lieu de crier, concentre-toi sur la défense, empêche le joueur de mettre. À un moment donné, ça me rappelle à l'ancienne où Popovic disait un seul joueur aura le feu vert pour marquer ses points, le reste non. Il a fait ça sur LeBron James combien de fois par exemple? Il a dit moi, les gars, je vous dis. 2007, en 2007. Que sur l'autre, mais le reste, son lieutenant comme son premier role player, 0, on ne veut pas qu'il marque. Je peux vous le dire, c'était aussi ça. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, en commentaire ou en discussion avec des gars. Jamal Murray, moi, je misais pas sur lui en tant que parieur. Je disais, je veux pas parce que je pensais que Doc Rivers allait voir ça et dire, les gars, Jokic peut mettre 30 points. C'est pas grave. Mais Jamal Murray, tant qu'il est en dessous de 20-18, on va gagner. Donc, défendez à la périphérie, fermez-moi Jamal Murray. À un moment, il ne savait même plus comment switch. Il switch ou pas sur les blocs. Parce que ce qui se passe, moi, c'est ce que voilà pourquoi je croyais en cette équipe et beaucoup de mecs, parce que j'écoutais Jason Williams en parler aussi, ou bien d'autres joueurs en disant, mais tu l'as vu. Et en saison régulière, ils l'ont fait. Moi, j'ai vu des séquences. Doncic à la balle, il y a Beverly sur lui, il appelle un bloc, sauf que celui qui va faire le bloc fait que Doncic se retrouve en face de Kawhi, il est encore emmerdé, il rappelle, il dit non, je préfère que tu me ramènes Beverly au pire, et il rappelle de l'autre côté, l'autre revient, il se retrouve avec soit Montrez, soit Paul George, et il dit merde, comment ils ont fait ça à Doncic en saison régulière. Et moi je me suis dit, ils vont le faire à un moment donné. Jamal Murray lors du premier match, c'est ce qui s'est passé. Il s'est dit, dès que j'appelle un bloc, je me retrouve en face d'un meilleur défenseur encore que celui qui était sur moi. Donc, je suis coincé. Mais, a priori, ça a duré que l'espace d'un ou 2 matchs. Parce que, pour moi, c'était ça que Doc Rivers... Et c'est là que je dis le coaching. À un moment donné, Phil, l'autre, Jokic balance des tirs Ave Maria qui rentrent. Parce que le mec en face de lui, sur un switch, a une tête de moins, ou un pivot comme où c'est Montrez qui joue intérieur et il n'arrive pas à lever les bras pour gêner. Tu as recruté Joakim Noah qui n'est pas blessé. Pourquoi, au fait? Pour que Jokic prenne 18 rebonds dans une raquette. Jokic prend un rebond, 14 rebonds. Tu as recruté Joakim Noah juste. On veut même pas. On l'a pas vu. Jokic, c'est un défenseur qui lève les bras. Jokic a 2m15. Il a une allonge, je ne sais pas de combien quand il lève la main. Jokic a fait la remontada à 3 points. Jokic n'est pas allé ramasser et mettre accordé avec dans la raquette. C'est au dernier match que, intelligemment, Jokic a éliminé d'abord sa seule menace, Zubac. 2 fautes premier quart-temps, monsieur, ta mi-temps est finie. Moi, je vais ramasser tous les rebonds maintenant. T'es pas là. J'ai même plus besoin de marquer. Je prends les rebonds pour une deuxième chance. Il n'avait plus personne. Je trouve les gens. Tu n'as plus Zubac. Pourquoi tu ne tentes pas Jokes? Pourquoi, à un moment donné, tu dis, je n'ai plus Zubac qui est en foul trouble? Pourquoi Joakim Noah que j'ai mis dans la bulle? Parce qu'il a couru dans la bulle. Il est rentré. Ce n'est pas une question de blessure. Lors des 8 matchs, dans 2 matchs, je pense qu'il était rentré pendant le garbage time ou vers la fin. Et même il était rentré à la fin pour un truc. Mais là, tu te dis, Jokic est en train de me terrasser mes gars qui ont 2 mètres. Montrez à 2m05, tu l'envoies sur Jokic à 2m15. Et il fait que sauter et gambader, il ne sait pas trop ce qu'il fout. Mais un mec de 2m15 aussi qui va dire, mec, moi quand je lève, tu ne vas plus tirer à 3 points. Je vais lever les bras. Tu vas plus... Mais c'est pour ça que je dis, il y a une faillite d'un coach qui a l'habitude de perdre ses moyens face à la pression. Malheureusement, Doc Rivers, tout me dire, il a montré dans sa carrière que quand tout va bien, c'est bon. Mais dès que la pression de gagner, comme la pression de perdre. Il ne sait pas faire les ajustements nécessaires quand il y a la pression. Oui, c'est fini pour lui. Donc, LeBron James, au pire, il aime bien LeBron James, mais il doit coacher pour lui et dire, au moins dans la pression, quand je perds mes moyens, LeBron, qui est d'une intelligence de coaching terrible, va dire, ok les gars, le coach dit ça, mais moi je vous dis ça.
tu sais ce qui peut se passer, c'est la meilleure chose pour Doc Rivers, parce que, je le dis une fois de plus, ils avaient quasiment cette finale NBA à 3-1. Oui, ils l'avaient, nous le disons. Même les Lakers étaient comme ça en disant, mince, qu'est-ce qui va se passer? Ces mecs-là sont chauds. Ils sont en train de monter en régime. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce Game 5, mais bon. Alors, j'espère pour moi, Phil, qu'ils resteront ensemble pour essayer de rectifier le titre. S'ils ont un peu d'orgueil, j'espère que leur président ne va pas péter les plombs parce qu'il a tout pour péter les plombs. Il a sacrifié l'avenir sur 5 ans de son équipe. Le premier tour de draft qu'il a sacrifié. Ouais. Il a sacrifié Mo Harkless, qui était le meilleur défenseur en périphérie, mais il est parti. Mais il s'est même blessé là où il est parti. Malheureusement, Mo Harkless l'était. Il a sacrifié beaucoup de choses. Moi, lui, j'espère qu'ils vont s'asseoir devant le président et dire on veut revenir au même endroit l'année prochaine et voir comment on va réagir. Laisse-nous revenir à cet endroit-là et voir comment on va réagir. Sinon... Voilà, là. Les Clippers qui continuent à garder cette étiquette de loser. Missy, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à... J'aimerais bien t'entendre aussi sur Paul George. Sur Paul George, si tu pouvais... Paul George, la difficulté quand vous êtes sportif, c'est procéder aux ajustements en temps réel. Ça, cette bulle-là, indépendamment de cette bulle, nous qui commentons le basket depuis longtemps, quand nous parlons dans ces antennes-ci, on sait pourquoi on dit que le basket était meilleur qu'avant. Parce que dans le temps, il y a eu cette fameuse rivalité Lakers-Celtics, la fameuse rivalité entre Larry Bird et Magic Johnson. Quand vous voyez Larry Bird dans l'état physique où il a quitté le basket, vous comprenez tout de suite qu'il a charbonné énormément. Les Olajuwon, on les adorait pour ça. Parce que c'est des gens qui savaient en permanence se remettre en question. Ils avaient une bonne science. C'est une question de science du basket qui a battu les Clippers. J'ai le souvenir, je crois que c'est au Game 6, Nikola Jokic qui fait un back-to-back tri au même endroit. Ça veut dire qu'il est venu, il a shooté à 3 points au même endroit. Il revient, quelques secondes après, ils ont, je crois, shooté un ballon. Il refait la même chose au même endroit. On explique bien toujours, parce que les gens disent je vais bien attaquer et puis je vais gagner. Non, il faut. C'est d'ailleurs pour ça que les Celtics ont battu les Raptors, parce que quand vous défendez, celui qui défend, c'est que aller chercher le ballon dans les... Vous savez comment Boston, ils ont gagné le Game 7? Ils ont provoqué les turnovers, ils sont allés chercher le ballon dans les mains de quelqu'un qui l'avait. Quand vous avez le ballon, ça doit être votre priorité. Ils ont été battus même par un petit jeune. L'ironie de l'histoire, elle est dedans. Un petit jeune comme Porter, qui leur a fait payer le fait que eux, vous savez qui devait prendre à la draft? C'était Porter. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les blessures ont fait qu'ils ont été très très frileux. Mais même Michael Porter, qui est un rookie, ce gamin, il a du culot. Il est venu faire tout ce qu'il faut sur la tête des joueurs expérimentés. Tu sais, le game là qui leur permet de revenir quand ils reviennent là, 7 des 9 derniers points de Denver sont marqués par un rookie. Une chose qu'ils n'ont pas non plus fait. Une chose que vous devez systématiquement faire. Même le passage en force sur quelqu'un, tu ne vas pas provoquer. Marcus Smart, le roi du provocage, des passages en force. Kyle Lowry, tous ces gens-là, quand ils vous voient venir, ils vont causer votre perte. Mais vous devez vous provoquer quelque chose. On a dit le basket, c'est pas pour marquer 20 points de plus que l'adversaire, c'est pour marquer 1 point de plus. Mais comment on marque 1 point de plus? On l'a vu depuis le début de ces playoffs.
Les équipes qui sont encore en course, c'est ceux qui ont scoré beaucoup, mais c'est celles qui défendent le mieux. C'est parce que vous défendez que vous attaquez. Ce n'est pas parce que vous attaquez que vous défendez. Même le football a montré ça. En 74, il y a une Coupe du Monde. La meilleure équipe, c'est les Hollandais, c'est la fameuse équipe de Hollande qui brille de mille feux. Qu'est-ce qu'ils disent les Allemands au moment de la finale? Ils ont dit, on va mettre la garde rapprochée sur Cruyff. Cruyff, il touche jamais un ballon, il paraît comme mauvais. Les Allemands, ils n'en ont rien à faire. Ils prennent une décision tactique et ils disent c'est ça. Quant à ce qui est des buteurs, ils disent c'est pas forcément l'attaquant qui va marquer, c'est celui qui peut marquer marque. Le basket, c'est ça. Celui qui est en position de marquer les points, il marque les points. Quant à ce qui est de Pat Beverly qui gesticule, l'an dernier, quand il y avait le match avec les Warriors, on a dit à Kevin Durant, on a dit à Kevin Durant, ah ben il a dit qu'il va vous bloquer. Tu sais ce qu'a répondu Kevin Durant? Il a dit, mais je vais prendre les tirs sur sa tête. Eh bien, systématiquement, à chaque fois qu'il était là, il prenait les tirs sur sa tête. Il ne partait même pas à la confrontation avec lui. Il a dit, maintenant, ce qu'ils ont pâti, c'est de l'absence de leader. Quand vous n'avez pas le leader, il vous faut quelqu'un. Parce que Marcus Smart, des fois, c'est lui qui prend le relais de Brad Stevens. Il vient dire à ses coéquipiers, voilà, il annonce le système défensif. Il suit lui-même, il est là. Parce que le leader, c'est celui qui va vous dire, allez, aujourd'hui, voilà comment on fait. Je donne le chemin. Les Celtics, ils ont perdu un premier match. Ils ne sont pas très inquiets parce qu'ils savent eux-mêmes ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fait un peu comme les Clippers. Ils ont perdu une avance de 14 points. Mais sauf que là où Miami est parti reproduire, Miami ne fait pas quelque chose de très, très exceptionnel. Ils ont beaucoup regardé comment les Warriors jouent et ils vous mettent comme ça des petits pièges pour dégager les shooters. Ce qui a posé problème avec les Clippers, c'est qu'ils ont laissé cette équipe de Denver prendre les tirs dans un fauteuil. Imaginez-vous que dans un game, Jamal Murray a marqué 40 points. Et Jokic a fait un triple-double à plus de 30 points. C'est pas possible, vous ne gagnez pas. On a dépassé les 50 minutes, on va arriver à la fin de ce talk show. C'était vraiment le temps de faire le point sur les Clippers. Dernier tour de table sur les Clippers de Los Angeles. On va faire la passe au Doc. Le Doc OneP, dernier point que je voulais aborder, la question que je te pose, je vais la poser à Missy aussi. Les Clippers sont éliminés, voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ces Clippers pour la suite? Tu souhaites la même équipe de retour la saison prochaine? Ou alors tu souhaites des ajustements, des changements, on change de coach, Paul George dégage. Non mais oui, non. Alors non. Je reviens. Je te donne la parole de Paul George qui en interview a dit on n'était pas obligé de gagner cette année. Non, il ne faut pas le dire. Il a dit en conférence de presse, on n'était pas obligé de gagner cette année. Donc attendez-nous l'année prochaine. Tu gagnes à leur camp. Mais Phil, ça c'est la parole de... Nous sommes là dans la parole de... On voit le niveau de compétition. Tu vois, ça fait la différence entre les joueurs. Hein. Une petite parole comme ça fait la différence entre beaucoup de joueurs. Hein. Il y a des compétiteurs qui doivent être énervés. Parce que je le voyais même en conférence de presse, il avait l'air de jouer le mec zen. Il a beaucoup de millions. Il y a toute une franchise qui a tout sacrifié pour l'acquérir. On dirait qu'il n'a même pas de pression. Normalement, tu dois montrer quand même un énervement. Je sais pas si... Moi, il y a un regard que j'ai vu. Ou alors tu fais comme Kawhi, tu dis rien. Ouais, voilà. Et tu es prêt. En fait, ils veulent juste dire, voilà, on est pressé de revenir. Moi, j'ai vu Lou Williams. Un peu zen, certes, mais dire on est pressé de revenir jouer. Parce que tu sens qu'il y a quand même un message pour dire
on doit revenir pour montrer que on méritait toutes ces attentes. On les méritait parce qu'on était vraiment forts. Mais j'ai vu les regards un jour, je ne sais pas si quelqu'un a vu le regard de Kobe Bryant en 2008 quand il perd contre Boston en conférence de presse. Je peux vous dire, moi j'ai vu le regard ce jour-là, j'ai dit, le Mexique, l'année prochaine, va revenir assis là, à cet endroit, mais en fait, quand son regard, tu te dis qu'il y a un énervement que tu dois montrer. Quand il serrait la mâchoire. Voilà, il y a un énervement que tu dois montrer parce que Paul George, lui, j'ai vu d'autres gens perdre qu'il ne faudrait pas, comme il faut obligé de faire comme Kobe Bryant, mais Paul George, c'est lui qui a le gros fardeau parce que, je peux te dire, la franchise a gaspillé 5 ans de leur avenir. Ils ont 3 premiers pics de draft qu'ils ont mis et 2 swaps. C'est-à-dire que il n'y a plus d'avenir par la draft dans cette franchise. Il faut se débrouiller avec les bons marchés. Tout l'argent est mis là. Et en plus, parmi les mecs qu'ils ont sacrifiés, il y a un jeune meneur quand même, Shai, qui incombe l'avenir. Vraiment, quand tu veux construire, tu te dis, j'ai un mec comme ça, je préfère l'avoir en 1 ou en 2. Donc, je sais même pas. Normalement, tu dois te dire, c'est moi. On m'a pris ici pour être la valeur ajoutée. Kawhi s'est démené pour que cette franchise a sacrifié. Ça veut dire, moi, je veux revenir l'année prochaine ici. Je ne sais pas qui ils doivent sacrifier. Mais moi, je pense que Doc Rivers, c'est une logique qu'il saute. 2015, ils ont essayé, on a mis sur CP3. 3-1 sur Houston, on a mis sur CP3. La franchise s'est un peu disloquée. Il commence à avoir des bons trucs. Et là encore, pareil, il n'y a plus CP3, on va mettre ici. C'est le seul qui est encore là, parmi ceux qui ont choqué il y a 5 ans. À un moment donné, il faut se dire, et on en a parlé tout à l'heure, on a vu les choix du coach qui sont primordiaux dans ces moments-là. Qui sont primordiaux. Et donc, à un moment donné, pour moi, ils doivent regarder le coach. Après, s'ils veulent rester avec lui, tant mieux. Mais, pour moi, il y a tous les mecs là doivent rester là et montrer et aller s'excuser auprès des fans et dire l'année prochaine, nous, on va revenir là, nous là que vous voyez. Après, dans la saison, il y a toujours des ajustements. Pour moi, Zubac, quand j'ai vu que Jukes venait, vous vous rappelez, j'ai même dit, dans des playoffs, moi je suis un coach, je vois que Jukes est en forme. Zubac commence le match, mais je mets Jukes dans les moments clés. Moi, je l'ai dit en playoffs. Mais s'ils peuvent conserver Jukes, qu'ils aillent regarder un big man, pas forcément cher. Javali fait l'affaire terriblement aux Lakers. Donc, il y en a comme ça. Quand je vois l'autre là, Greg Monroe, qui dit qu'il veut bien revenir. Greg Monroe est en Europe en train de faire mal en Allemagne. Il n'est pas parti parce qu'il n'avait pas le niveau. Il est parti parce qu'il s'est dit salarial, on veut me donner un minimum vétéran, moi, Greg Monroe. Alors que quand il partait des Sixers, il était encore à pratiquement 13,10 rebonds, alors qu'il jouait en remplacement. Donc, il y a des mecs comme ça que tu vises et tu te dis, peut-être c'est les seuls ajustements, mais toutes ces stars-là, tous les 7 qui sont là, le 5 entrant, plus Lou Williams, Montrell, Reggie Jackson, ils doivent rester là. Certains n'ont qu'un an, j'en sais rien, ils vont rester là et dire on va laver notre honneur. Pour moi, c'est le meilleur moyen parce que c'est très très grave en niveau d'attente. Je préfère, s'il était sorti contre les Lakers, on aurait dit bon, voilà, c'est finale de conférence, bon. Mais là, après 3-1 contre Denver, pour moi, c'est le seul moyen. C'est de revenir là, changer tout, ce serait fuir. Changer tout là, ce serait fuir. Mais ici, qu'est-ce que tu as à dire sur tes attentes pour les Clippers la saison prochaine? Non, il n'y a pas vraiment d'attente. Hein. Qu'est-ce que tu dis alors à Paul George? Qu'est-ce que tu dis à Paul George qui dit... Non, Paul George n'a pas le droit de le dire comme ça. On a assez tapé sur Kevin Durant pour avoir pris cette décision folle d'aller aux Warriors. Et il était déterminé parce que quand il a dit « je veux mon titre », il a compris que ce n'est pas avec OKC qu'il aurait le titre. Donc il est parti se chercher mieux ailleurs. Peu importe où vous êtes, dans n'importe quel édifice, vous devez apporter votre pierre à l'édifice toujours. Vous devez être là, on doit compter sur vous. Je me souviens de la joie
que j'ai ressenti en 2011 quand les Dallas sont champions, les Mavericks, avec quelqu'un qu'on a tous adoré, c'était Jason Kidd. Et Jason Terry, tous ces gens-là, à un moment donné, eux aussi, c'était les gens qui sont longtemps attendus le titre. Mais quand il a fallu qu'ils aillent le chercher, ils étaient là. Dallas était l'une des équipes les plus vieilles de l'histoire. Et ils étaient là quand même. Donc les Clippers, il faut faire les choses, pas vous dire que ne pensez pas que vous allez faire des regroupements de joueurs et c'est pas le fait que tu t'appelles Kawhi ou Paul George et que vous faites une association, tout va marcher. Regardez les associations Duncan, Parker et Ginobili, elles ont très bien marché parce qu'ils ont trouvé l'alchimie. Et puis Boston l'a très bien depuis le début des playoffs parce que dans votre équipe, vous devez foncièrement, quand vous avez des joueurs, vous ne devez pas faire les mêmes choses. Mais vous avez un minimum à vous faire, c'est vous faire violence pour que l'adversaire ne prenne pas les tirs dans un fauteuil. Jokic, c'est quelqu'un qui ne court pas. Il vit sur sa science du basket qui est bonne. Vous avez un joueur qui n'est pas très mobile et vous ne faites rien sur lui. Vous devez faire quelqu'un paraître inconfortable. Quelqu'un doit paraître inconfortable. Le contre là qu'on a vu de Bam Adebayo sur Jason Tatum va apporter une réponse à ça. Et c'est parce que c'est les playoffs. Les playoffs, c'est en permanence pour protester, pour procéder aux ajustements. Maintenant, quant à ce qui est des saisons régulières, nous-mêmes, dans toutes ces émissions, depuis que nous parlons, nous avions toujours dit une chose, c'est que il faut toujours, il faut prendre les saisons régulières pour ce qu'elles sont. Ce n'est pas les playoffs. Regardez la semaine dernière, Naomi Osaka, elle était menée 6-1, 2-0. Elle a fini gagnant de l'US Open. Parce qu'au bout d'un moment, elle s'est dit, il faut quand même que je me réveille. Je ne peux pas perdre en moins d'une heure un match en 2-7. Match dans lequel je dois jouer. Vous devez montrer qui vous êtes. Vous ne pouvez pas être Paul George quand vous perdez. Tu demandes aussi le changement de coach? Tu demandes aussi le départ de coach. Il peut intervenir, oui, il peut intervenir. Les gens qui disent que Doc Rivers a fait une chose extraordinaire avec les Celtics. Mais il y avait qui? Il avait un trio magnifique, plus Rondo qui était dedans. Et donc, il y avait même les Sam Cassell qui étaient déjà champions en titre. Donc, cette équipe de 2008 des Celtics, Kobe lui-même... Sauf que lui, je te coupe pas, hein, c'est juste pour rebondir en disant que lui, c'est juste un petit truc pour dire, je dis ça en rigolant, mais sauf que là où il a échoué, là où Eric Spoelstra a réussi, parce que Spoelstra, il avait le big free dont tout le monde rêvait, et aujourd'hui, Spoelstra, il est en finale de conf. Mais vous devez toujours bien faire, vous devez toujours bien faire jouer vos joueurs. Ça me donne l'occasion de souhaiter bon anniversaire à quelqu'un qu'on aime tous. C'est l'anniversaire de Phil Jackson. Et Phil Jackson est passé maître dans l'art de venir toujours avec le système qui va tuer l'adversaire. Appelez-le comme vous voulez. Voilà, bon anniversaire à Phil Jackson. Voilà. Une belle pensée pour Phil. Voilà, c'est sur cette pensée qu'on va clôturer cette émission, cette spéciale Clippers. On attend aussi vos réactions à tous les auditeurs. Voilà, dites-nous. N'oubliez pas cette nuit pour nous en France et ce soir aux États-Unis. Les playoffs se poursuivent. Donc, deuxième match des Celtics et premier match de la série Lakers-Nuggets. Dites-nous ce que vous pensez de ce débat avec les Clippers. Est-ce que vous aussi vous avez fait partie de ceux qui ont été choqués? Donnez-nous votre avis, donnez-nous votre ressenti. On y reviendra bien entendu. On partagera vos réflexions lors du prochain Talk Show. Voilà, Missy, merci d'avoir annoncé bien entendu la suite des playoffs qui continue avec le Game 2
le Heat face aux Celtics de Boston, on va enfin se poser, parce que moi je vous avoue que avec cette histoire des Clippers, j'étais véritablement pas posé sur la rencontre du Heat de Miami. J'étais tellement concentré sur ce Game 7 que j'ai même pas regardé le match du Game 1, je vous dis. Moi je l'ai vu. Et là je vais pouvoir me concentrer bien sur le Heat de Miami, parce que c'est une équipe incroyable à avoir joué, et les Celtics de Boston, bien entendu. On va regarder ça sur le canapé tranquillement. On va remercier le Doc ONP. Le Doc, merci d'avoir été connecté sur NBA No Limit. On se dit à la prochaine. Oui, merci à tout le monde. Merci le Doc ONP d'avoir été connecté avec nous. Merci Missy, c'était un plaisir d'avoir été connecté. On se dit à la prochaine dimanche pour Total Africa. Pour un point dimanche. Allez, ciao les amis. Merci d'avoir été connecté. Donc, le Flux Basket Miss. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.